Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction, le premier de 2018. Très heureux de vous retrouver pour parler de la Chine, du bilan de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Et oui, le coq gaulois a passé 3 jours chez le dragon chinois. Et pour savoir la morale de cette fable, nous sommes aujourd'hui avec François Godement, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et spécialiste de la Chine, avec Fabrice Naudet-Langlois, bonjour. Bonjour. Chef du service économie internationale au Figaro. Et puis notre correspondant sur place, Cyril Pliette à Pékin. Bonjour Cyril. Bonjour. La question que l'on vous pose depuis ce matin sur Twitter, c'est une tradition de l'émission. Le modèle chinois est-il une menace pour les démocraties occidentales? Vous allez le découvrir en direct, ou plutôt à la fin de l'émission. Mais en tout cas, n'hésitez pas à voter sur le hashtag Interaction et le hashtag Figaro Live. Nous commenterons les résultats à la fin de cette émission. On va commencer tout de suite avec vous, Cyril. Avant de rentrer vraiment dans les détails, quel premier bilan on peut faire de cette visite d'Emmanuel Macron ? Eh bien, cette première visite d'État officielle du chef de l'État français, lui a permis tout d'abord de faire mieux connaissance avec Xi Jinping, comme un élément important pour la diplomatie internationale. Il permet également de signer un certain nombre de contrats et d'accords importants, notamment dans le nucléaire civil et dans l'aéronautique. Et il a également pu poser un certain nombre de règles, de principes concernant la relation franco-chinoise. Reste à présent à rentrer dans les détails des mesures et à vérifier à l'avenir que ces mesures seront suivies des faits. Merci Cyril. Bon, l'Élysée a plusieurs fois rappelé que Emmanuel Macron effectuait sa première visite en Asie en Chine. Et puis Emmanuel Macron a aussi ponctué ses discours de plusieurs proverbes chinois ou des allusions à des auteurs chinois. Je vous propose juste d'écouter celui-ci. Il existe un proverbe chinois qui dit que quand le changement se lève, les uns construisent des murs et d'autres des moulins à vent. Je voudrais qu'ensemble nous arrivions à construire des moulins à vent. François Godement, qu'est-ce que vous pensez de cette préparation d'Emmanuel Macron à cette visite ? Je crois qu'il y a eu un effort maximal d'empathie avec l'interlocuteur et c'est comme un artiste sur le fil. Quelqu'un qui, d'un côté, montre de la déférence et même, comme il l'a dit lui-même, de l'humilité devant la puissance chinoise, et il s'est rendu classiquement à Xi'an, voir les soldats enfouis du premier empereur tyrannique de la Chine, et en même temps, quelqu'un qui, effectivement, n'a pas laissé l'Europe dans sa poche, n'a pas laissé les désaccords économiques, la nécessité pour la Chine de prendre en considération les intérêts européens. Cet exercice était très difficile. Je pense que le président Macron n'a trébuché qu'une seule fois sur les droits de l'homme. On y reviendra peut-être. On y reviendra effectivement à la fin de cette émission. Fabrice ? Oui, Renaud, vous remarquiez que la visite d'Emmanuel Macron en Chine était la première visite du nouveau président de la République dans un pays asiatique. C'est un peu le fait du hasard parce que normalement, il aurait dû aller en Inde en décembre. La visite était préparée. En Inde, où j'étais au mois d'octobre, on se réjouissait que justement la première visite du chef de l'État français soit pour New Delhi et pas pour Pékin, parce qu'il y a une grosse rivalité entre les deux puissances asiatiques. Et puis, pour des diverses raisons, l'événement prévu n'était pas au point. Enfin, il y a eu un report de cette visite. Malgré ce hasard du calendrier, l'Élysée a placardé le fait 3 ou 4 fois que c'était une priorité et que Emmanuel Macron montrait bien là l'intérêt qu'il avait pour la Chine. Parlons quand même un peu plus précisément des contrats, Fabrice. Quel genre de contrats ont été signés? Quels milliards la France peut espérer obtenir grâce à cette visite? Alors, des contrats ont été signés dans les domaines, je dirais, historiques de coopération entre les deux pays. Ça fait des décennies, près de 40 ans, que EDF œuvre en Chine, notamment pour construire des réacteurs nucléaires. Il y a eu un contrat important. Alors, ce n'est pas encore un contrat, c'est encore un accord, un MOU, comme on dit en anglais, pour Areva. Sur un projet qui est négocié depuis près de 10 ans, un projet très lourd. Il s'agit de construire pour Areva, pour les Français, une usine de retraitement du combustible nucléaire chinois, c'est-à-dire faire l'équivalent de notre usine de La Hague en Normandie et de son annexe Melox dans le Gard en Chine. Donc un projet qu'on chiffre à quelques 20 milliards de dollars, dont la moitié pourrait revenir à Areva. Mais là, il n'y a pas encore eu de contrat en bonne et due forme. Les chiffres sont encore en discussion, mais une étape importante a été franchie. Et alors, c'est surtout très important pour Areva, qui est en pleine restructuration. Sa partie fabrication de réacteurs a été scindée et placée sous l'égide de EDF. Et sa partie cycle du combustible a besoin de contrats à l'export. Et donc ce contrat chinois, s'il se transforme, et c'est plutôt en bonne voie, sera fondamental
pour le nucléaire français et pour Areva en particulier. Donc on est bien d'accord, à chaque fois on annonce des milliards, des contrats, une commande Airbus assez intéressante, mais derrière la réalité est un petit peu différente, c'est parfois des contrats qui sont préparés très longtemps à l'avance ou des contrats qui peuvent mettre 10 ans à se réaliser. Voilà, c'est toujours des contrats négociés en général depuis longtemps. Parfois, dans les voyages, on annonce des choses qui finalement en fait, ont déjà été signées, mais il s'agit de faire un peu mousser le voyage. Dans le cas d'Airbus, on parle de finalisation de commande, et d'ailleurs ça a été annoncé juste au tout dernier moment, pas lors de la grande signature de contrat du deuxième jour, mais le troisième jour. Mais on parle quand même de 184 à 320. On n'a jamais le prix exact tant que ce n'est pas signé. Selon nos spécialistes, c'est 18 milliards en prix catalogue. Mais là encore, ce n'était pas la commande ferme, mais on n'en est pas loin apparemment. On a en tout cas répondu à Yves Aguila qui nous demandait allons-nous vendre du nucléaire. Bonjour également à Suzanne Christiane qui nous pose déjà des questions et qui nous dit bonjour sur le chat. On voulait revenir aussi sur les relations entre Paris et Pékin dans l'histoire récente, car ça n'a pas toujours été facile. N'est-ce pas Cyril? On va revenir avec vous par exemple sur l'épisode sarkozyste ou encore celui mitterrandien dans une histoire politique un peu plus ancienne. Alors les relations avaient bien commencé puisque le général de Gaulle, en 1964, avait été le premier chef d'État occidental à reconnaître la République populaire de Chine de Mao. Mais c'est vrai que quelques années plus tard, les choses ont pu se dégrader. Sous François Mitterrand, il y a eu la vente des frégates à Taïwan, puis des ventes de Mirage également à Taipei, qui ont créé un gel des relations. Et puis, 2 ans plus tôt, surtout, il y avait eu la répression sanglante des émeutes de la place Tiananmen, à laquelle la France avait réagi en gelant ses relations 2 jours plus tard. Et puis, sous Nicolas Sarkozy, il y a eu également une crise en 2008, lorsque des manifestants pro-tibétains avaient protesté pendant le passage de la flamme olympique à Paris. Et puis Nicolas Sarkozy avait également discuté avec le Dalai Lama en marge d'un sommet en Pologne, ce qui avait été évidemment, enfin je dis évidemment, ce qui avait été très mal vu de la part de Pékin. Ensuite, les relations se sont normalisées. Et sous François Hollande, il n'y a pas eu de remous particulier à constater. Mais en revanche, la relation s'est beaucoup déséquilibrée au cours des dernières années. Merci beaucoup Cyril, et vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Je voulais vous parler à vous, François Godemont, à l'historien du général de Gaulle, qui reconnaissait en 1964 la République populaire de Chine en ouvrant une ambassade. Écoutez cet extrait du général de Gaulle avec la diction lente et qu'on lui connaît bien sûr. Il n'y a évidemment là de notre part rien qui implique aucune sorte d'approbation à l'égard du régime qui domine actuellement la Chine. En nouant avec ce pays, avec cet État, des relations officielles, comme maintes autres nations libres l'ont fait auparavant, et comme nous l'avons fait avec d'autres pays qui subissent des régimes analogues, la France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est. François Godemont, qu'est-ce qui reste de ce geste diplomatique, on pourrait dire? Ce qui est fascinant en réécoutant le discours du général de Gaulle, c'est à quel point la reconnaissance s'accompagnait du maintien des critiques sur le régime lui-même et sur son principe. Je me demande quel chef d'État aujourd'hui oserait prononcer ces paroles au moment même où il établirait les relations. On est dans une autre période historique. Oui, la Chine d'aujourd'hui est plus puissante que celle de 1964. La Chine s'est imposée de façon évidente et c'est bien à ça qu'on fait face. Les discours du président Macron en Chine étaient pleins du terme de puissance à propos de la Chine. Et d'un autre côté, la nouveauté, ce qui fait que le général de Gaulle ne s'applique plus probablement à la réalité actuelle, c'est que la France ne peut plus exister sans le cadre européen. Par elle-même, elle ne pèse pratiquement rien, sauf pour les technologies qu'elle peut céder, mais dans des conditions pas nécessairement favorables. Donc c'était ça aussi l'équilibre de Macron, d'avancer les intérêts français qui doivent avancer, malgré les controverses, malgré les problèmes économiques d'ensemble, et pourtant de soutenir une voie européenne pour essayer d'équilibrer
la puissance chinoise. Vous parlez d'équilibre, il y a une équation que la France aimerait beaucoup équilibrer, c'est celle de sa balance commerciale avec la Chine. On va voir simplement un petit graphique très rapide pour vous montrer que la balance commerciale, il y a un déficit de 30 milliards d'euros et que la France n'est que le 8e, que la France n'est que le 8e partenaire commercial de la Chine. François, comment rééquilibrer déjà ce commerce avec la Chine ? Alors, ce qui est important de rajouter, c'est que la France a un déficit extérieur de 30 milliards d'euros avec la Chine, et pendant ce temps-là, l'Allemagne a un excédent de 20 milliards avec la Chine. Et notamment, ça s'explique. Alors, la France a su effectivement, depuis quelques années, c'est montée en puissance, vendre des Airbus. Elle a ce partenariat avec EDF pour vendre des centrales nucléaires, mais enfin, ça ne suffit pas. Pendant ce temps-là, l'Allemagne, depuis des décennies, vend des voitures, vend de la machine-outil, ça c'est fondamental. Et s'agissant de la voiture, bien sûr, on sait que la France avait implanté Citroën il y a quelques décennies, mais avait fait une erreur stratégique, disent les spécialistes, en ne misant pas sur du haut de gamme, là où les Allemands ont vendu des belles BM, des belles Audi qui ont suscité l'engouement de la classe dirigeante chinoise, et puis petit à petit, par percolation, les classes moyennes supérieures, les classes moyennes, et la part de marché de l'automobile allemande est bien supérieure à celle de l'automobile française, même si récemment il y a eu des partenariats, notamment sur la voiture électrique avec Carlos Ghosn, mais qui n'est pas qu'un constructeur français, mais aussi japonais. Plus généralement, le ton aussi, c'était que la France était de retour, que l'Europe était de retour, c'est même ce qu'il disait à ses interlocuteurs chinois. François Godemont, un commentaire là-dessus, vous considérez que quel écho cela en Chine, cette déclaration que la France est de retour, l'Europe est de retour? Ça, c'est quelque chose dont il va falloir convaincre les Chinois par les actes. Ils ont été au premier rang des sceptiques sur l'Union européenne, en gros depuis l'eurocrise. Et en accompagnant ça par des gestes comme le sommet séparé avec les pays d'Europe de l'Est, les accords de libre-échange avec à peu près tout le monde à la périphérie de l'Europe, pendant qu'on arrêtait de discuter en gros avec l'Europe. Ça colle aussi avec leur analyse des démocraties. Et pour des Chinois qui sont un système monolithique gouverné par en haut, comprendre l'Union européenne, son compromis permanent, son flou, si vous voulez, et se dire que c'est solide, c'est à peu près impossible. Il faudra en faire la démonstration. Je crois que Macron s'y est attaqué honnêtement. Et c'est important d'ailleurs de souligner qu'il n'y a peut-être pas tant d'écart que ça avec l'Allemagne d'aujourd'hui. Le tableau que vous tracez sur la supériorité allemande est un tableau auquel je crois les Allemands eux-mêmes ne croient plus beaucoup face à la Chine. Ils sont inquiets de l'avenir, ils voient des créneaux industriels leur échapper, ils voient la Chine passer à l'offensive en Allemagne eux-mêmes sur les achats d'entreprises à haute technologie, et par conséquent il y a peut-être plus d'entente franco-allemande dans ce domaine qu'on ne veut bien le dire. Aujourd'hui on joue sur Mme Merkel effacée, M. Macron en avant, etc. Mais c'est peut-être superficiel. Un commentaire peut-être là-dessus, Cyril. Macron paraissait en position de force avec une Angela Merkel empêtrée dans une crise de gouvernance. Évidemment, un Donald Trump qui délaisse un peu la place sur le plan diplomatique. Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron s'est engouffré dans cette brèche pour se présenter comme le représentant de l'Europe. C'est vrai que Pékin est déstabilisé par la période d'instabilité que connaît l'Europe et aimerait identifier un interlocuteur clair. Et Pékin semble miser sur le fait que Macron puisse être un élément moteur pour stabiliser l'Europe, mais je crois qu'elle attend de voir également ce qui va se passer dans les prochains mois. Parlons effectivement maintenant des droits de l'homme, on l'évoquait en début d'émission, et la manière particulière qu'a trouvé Emmanuel Macron pour en parler. Regardez cet extrait. Ces préoccupations, je les ai évoquées avec le président Xi Jinping. Il sait qu'elles existent en Europe, en particulier sur les sujets des libertés, des droits universels. Je sais aussi que pour lui, c'est un sujet important et que c'est dans ce dialogue respectueux des différences et dans cette diplomatie efficace et amicale qu'on obtient des rapprochements et des résultats, beaucoup plus que dans une diplomatie de l'hygiaphone ou de la provocation. Cyril, comment vous avez perçu ce ton employé par Emmanuel Macron? Comment cela a été perçu à Pékin d'ailleurs?
C'est vrai que Emmanuel Macron, qui avait été très direct avec Vladimir Poutine et avec Erdogan à Paris sur la question des libertés, de la démocratie, a été beaucoup plus discret à Pékin. Il s'est contenté de cette allusion que nous venons d'entendre, disant qu'il avait parlé en privé de ce sujet. On ne sait pas s'il a évoqué des cas précis. L'Élysée nous disait avant la rencontre que ce serait le cas. Mais ce qui est certain, c'est que ça a déçu évidemment les ONG et certains observateurs. Et il n'y a pas eu de commentaires particuliers sur cette question à Pékin. On a plutôt parlé des points communs, de la coopération et puis de la tenue vestimentaire de Brigitte Macron. C'est bien dommage. Et un commentaire d'un internaute, Gyatso Tupten, qui nous dit « Droit, démocratie, libertés individuelles et libertés publiques ne sont plus mises en avant dans les relations internationales par les pays occidentaux. » Vous êtes d'accord avec notre internaute, François Godement ? Ça va, ça vient. C'est sûr qu'avec le président Trump, on n'est pas dans une situation très, très favorable. Mais prenons le sujet chinois et les autres Européens, Mme Merkel, les Allemands, même Mme Theresa May, en dépit des difficultés liées au Brexit, ont maintenu une position critique et publique. Mme Merkel s'est entremise un certain nombre de fois, par exemple, pour que la veuve du prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, qui est aux arrêts pratiquement aujourd'hui après la mort de son mari, puisse quitter la Chine. On verra il faudrait que M. Macron nous démontre que sa diplomatie privée et discrète obtient des résultats. Sans ça, je crains qu'on ait aggravé la situation de ce point de vue-là. Comment persuader d'autres pays européens, par exemple, quand on essaye sur le plan européen de faire adopter des résolutions communes, si séparément on explique que la diplomatie publique ne sert à rien. Mais alors, très rapidement, Cyril le mentionnait, Emmanuel Macron a été plus ferme envers le président turc Erdogan, le président russe Vladimir Poutine, mais c'est vrai qu'ils jouaient à domicile à ce moment-là. L'un était reçu à Versailles, l'autre était reçu à l'Élysée. Est-ce qu'il y a un moment où c'est plus simple quand même de faire la leçon à son interlocuteur quand on joue à domicile? Oui, bien sûr, et c'est une visite en Chine, c'est compliqué. Mais je pense que les trois éléments en même temps, le point de la résolution commune où on explique que la France et la Chine ont un attachement égal aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ça me paraît quand même difficile. Le point qu'il a rajouté lui-même sur l'attention que le président Xi porterait aux libertés fondamentales, ça me paraît difficile. Les visiteurs, quand ils ont un courage ou une détermination sur ce point, s'arrangent généralement pour qu'il y ait un geste, quelque chose ou une parole qui rappelle plus nettement que la chose existe. C'est ma déception, si vous voulez, sur ce déplacement à côté des autres motifs de satisfaction. Emmanuel Macron appellerait ça peut-être du réalisme. En tout cas, il y a un rapprochement stratégique entre Paris et Pékin qui s'opère. C'est sur le terrain du climat, Fabrice. C'était ensuite une citation de Macron. Hein. Après la décision américaine, je considère que la lutte contre le changement climatique relève en grande partie d'une capacité de co-leadership franco-chinois. Mais comment cela peut concrètement s'opérer entre les deux puissances? Il faut rappeler que la Chine est le premier pollueur de la planète aujourd'hui, et que pour le régime même, le régime communiste, c'est devenu une question de survie, je pense que vous partagez cet avis, de lutter contre la pollution, parce que le pouvoir sent le mécontentement social augmenter, les enjeux considérables pour la santé, le coût financier que peut avoir la dépollution. Donc c'est devenu un credo, je pense, sincère, parce que c'est une question de survie. Et donc la Chine affiche sa détermination à lutter contre le changement climatique. Elle le fait, vous m'en parliez, M. Godement, tout à l'heure, qu'il y a même des résultats assez spectaculaires à Pékin en ce moment en termes de pollution. Et alors, elle a fait un geste, d'ailleurs, au One Planet Summit que Emmanuel Macron a orchestré en décembre à Paris, où le vice-premier ministre Mackay, qui est un personnage important dans le dispositif chinois, était en visite à Paris et a annoncé la mise en place d'un marché du carbone chinois. Alors, c'est un dispositif qui a été critiqué, mais le fait que la Chine se lance dans ce marché qui va concerner plus de 1700 centrales électriques dans un premier temps qui vont être obligées de réduire leurs émissions, donc pour certaines d'entre elles qui fonctionnent au charbon, de fermer, de se convertir au gaz. C'est vraiment des étapes importantes, c'est pas que de la com, c'est pas que du symbole, et ça montre que le pays avance sur ce terrain. Allez, notre dernier point maintenant, c'est sur les nouvelles routes de la soie, ce qui se cache derrière les intentions économiques de Pékin également. Je vais d'abord
tout simplement essayer de vous démontrer ce que sont ces nouvelles routes de la soie à travers quelques dessins sur cette table. Je dessine sous votre contrôle, François Godement, bien entendu. Il s'agit donc de développer des routes qui sont pour certaines maritimes, qui existent déjà. C'est d'ailleurs celle-ci la principale qui vient ensuite jusqu'à Rotterdam. Et puis de développer des routes terrestres, bien sûr. Certaines passent par le Kazakhstan, ensuite Moscou, Berlin, Paris. D'autres passent par l'Iran, la Turquie et arrivent ensuite en Europe. Et puis ensuite quelques routes qui passent par le Pakistan, par le Laos et l'Asie du Sud-Est. Et puis enfin une dernière qui passe par le nord de la Chine pour ensuite rejoindre la première route principale. Voilà, ce sont des centaines de milliards de dollars dépensés par Pékin pour étendre une influence et étendre une influence économique, bien sûr. D'abord, un extraordinaire coup de com'. Les Chinois eux-mêmes, d'ailleurs, ne l'appellent pas la route de la soie, mais nous, notre imaginaire impose toujours ce nom mythique. Ce qui n'a rien à voir avec la soie, bien entendu. Qui n'a rien à voir avec la soie, mais tout à voir avec notre image de l'histoire et de la civilisation et de la culture chinoise. Deuxièmement, c'est le prolongement naturel d'excédents gigantesques en matière de capacité, de logistique, de transport, d'infrastructure et pour l'exportation des capitaux. Ensuite, c'est, comment dire, un concept à tout faire. C'est-à-dire qu'en réalité, la route de la soie ou le One Belt, One Road, une ceinture, une route, comme disait le président Macron en bon français, c'est quelque chose qui se décline pays, par des offres. Il y a d'ailleurs un problème pour les Chinois, ils ont beaucoup plus de mal à faire des plans transnationaux, transversaux. Parce que leur schéma, c'est encore les relations avec le pays X, le pays Y. Ça pose problème, y compris avec l'Europe. Est-ce qu'ils dépensent autant qu'on le dit? Je n'en suis pas sûr. Ils prêtent beaucoup. Il y a actuellement un mouvement d'un certain nombre de pays qu'on attendrait chaud, favorable à 100%. Ça va du Pakistan au Laos, au Bangladesh, qui annulent actuellement des contrats liés à la route de la soie. Parce qu'ils estiment que... Non, c'est beaucoup plus commercial que ça. Ils estiment que les conditions financières, les prêts, ne sont pas satisfaisants. Et il y a une espèce de mouvement de ce point de vue-là. Donc attention, il y a du business. Il y a sans aucun doute une vision à long terme et une capacité chinoise. Et puis il y a notre propre fascination qui joue aussi et qui est un élément absolument fondamental pour le soft power chinois. Mais la France a-t-elle un rôle à jouer dans ces nouvelles routes de la soie? Emmanuel Macron a dit qu'il voulait y prendre part, mais est-ce possible? Alors, la Chine mise sur plusieurs instruments. Il y a ces prêts bilatéraux, où elle arrive parfois en conquérant dans des pays comme le Pakistan, par exemple. Mais elle a aussi créé un instrument plus multilatéral, une banque asiatique de développement. Et dès le départ, de nombreux pays se sont portés volontaires pour y participer, donc mettre un peu de billes financières. Parmi ces pays, il y a le Royaume-Uni et la France. Il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas le Japon, mais quasiment tous les autres pays occidentaux et bien sûr les pays clients de la Chine. Alors, apparemment, pour l'instant, il y a très peu de projets qui ont été financés dans le cadre de cette banque. Les Français, en tant que participants, ont un petit droit de regard. Ils peuvent dire « ce projet, je ne vais pas abonder parce que tel et tel critère ne me conviennent pas ». Mais enfin, c'est un petit levier d'action qui est faible. Après, quand Emmanuel Macron dit « nous voulons participer », honnêtement, je ne vois pas encore très bien comment. Nous n'allons pas le stopper déjà. On voit par exemple des projets comme le rachat par le géant chinois Cosco du port du Pirée à Athènes, a permis aux Chinois de prendre le contrôle du port stratégique du Pirée. Qu'est-ce que les Français peuvent vraiment co-investir là-dessus? Je m'interroge, je n'ai pas vraiment les réponses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas que des projets économiques. Cyril, vous allez nous en parler. On voit bien aussi que la Chine essaie d'exporter son propre modèle de société, finalement, qui n'est pas celui, forcément, de la démocratie à l'occidentale, du respect des libertés individuelles, par exemple. Oui, clairement, les nouvelles routes de la soie sont un moyen également d'influence pour la Chine, notamment auprès des États les plus faibles économiquement, et un moyen qui lui permette d'exporter son modèle autoritaire. Et on voit que dans certains pays d'Europe de l'Est, il y a un certain nombre de proximités. Et justement, dans le discours d'Emmanuel Macron, il a fait référence à son opposition à ce que ce projet devienne un projet hégémonique qui transforme les États par lesquels passe cette route de la soie en États vassaux, et une volonté d'une coopération plus équilibrée. Reste à savoir si Pékin écoutera ce genre de critiques. François, un commentaire là-dessus? Il y a une méfiance à avoir envers la Chine et ses intentions hégémoniques?
Je crois que ça va au-delà des intentions, et puis c'est un peu lié aussi à ce qu'on pense de nous-mêmes, de notre modèle. On n'est pas très satisfait de nous-mêmes. Un pays qui fait 6 à 8% de croissance, bon an, mal an, un pays qui a révolutionné ses infrastructures, un pays qui ne s'encombre pas, comme nous le faisons, d'un certain nombre de normes et de règles, toujours en croissance, c'est un pays qui a forcément un pouvoir d'attractivité. Moins vous êtes développé, plus ce pouvoir est grand. Donc évidemment, c'est plus grand en Afrique qu'en Suisse ou qu'au Luxembourg, si vous voulez. Mais il existe, il ne faut pas le nier. Et on ferait mieux, si vous voulez, de s'attaquer à la réforme de notre modèle, plutôt que de crier uniquement... oui, il y a à la fois une faiblesse peut-être des démocraties occidentales, bien sûr, et une force de l'autoritarisme chinois. Je vous pose quand même la question, on va répondre au sondage du jour que l'on vous proposait sur Twitter. Le modèle chinois est-il une menace pour les démocraties occidentales? Eh bien, vous êtes 48% à estimer que oui. Un commentaire, Fabrice, sur ce résultat, bien sûr. La plupart de nos internautes sont donc méfiants, entre guillemets, envers la Chine. Je pense qu'ils ont une vision, alors 48%, c'est pas énorme, mais c'est une vision assez réaliste de cette Chine qui a des tendances hégémoniques. Je voulais faire juste un commentaire dans les leviers d'action que l'Occident, l'Europe en particulier, peut avoir avec la Chine. Il y a quand même un certain nombre de technologies que les Occidentaux maîtrisent encore et que les Chinois ne maîtrisent pas. Alors il faut vraiment regarder au point par point, détail par détail, parce que les Chinois sont en train d'avancer eux-mêmes très vite. Par exemple, dans l'intelligence artificielle, un chercheur me disait qu'il commence à nous devancer largement sur certains points, mais certains points seulement. Donc il y a des niches où les Européens peuvent dire « là, je maîtrise une technologie plus que vous », et on peut s'entendre avec des partenariats plus équitables si vous êtes intéressés, sans nous piller non plus, mais on peut faire là du donnant-donnant. Il y a encore des leviers d'action, mais il faut se dépêcher, parce que d'ici 4 ou 5 ans, les Chinois risquent d'avoir devancé les Européens sur beaucoup de ces sujets de technologie. Et il y a Nadia qui nous pose une question intéressante. Pourquoi tout miser sur la Chine? Elle nous dit « Je suis donc très méfiante envers les Chinois et leur politique. Pourquoi se tourner toujours vers la Chine alors que je trouve l'Inde plus douce et aussi plus moderne, voire un pays qui comptera lui aussi dans notre futur ?» Peut-être une réponse, François? Abstraitement, c'est une évidence. L'Inde sera plus peuplée que la Chine. D'ailleurs, elle a un taux de croissance aujourd'hui équivalent à celui de la Chine. Personne n'en parle. Mais, un peu supérieur. Mais M. Modi fait même du 8%, oui, actuellement. Le problème, c'est que c'est un pays beaucoup plus autocentré, replié sur lui-même, avec un commerce extérieur, une sphère financière qui sont beaucoup moins importants que la Chine, qui est donc beaucoup moins intéressée, au fond, par les accords, par le libre-échange, en pratique. Donc c'est un partenaire idéal, difficile quand on le connaît dans le détail, tatillon, avec tous les obstacles de la démocratie aussi. Les choses ne se font pas facilement, il faut convaincre tous les niveaux, etc. Donc plus facile à dire qu'à faire, mais en effet, la fascination avec la Chine nous cache le reste de l'Asie et nous cache souvent aussi des alliés qui peuvent nous permettre d'égaliser le jeu avec Pékin. La situation sera pire dans 10 ans. Et vous nous rappeliez, la première visite d'Emmanuel Macron qui était prévue était celle en Inde. Oui, et alors paradoxalement, et c'est intéressant de comparer toujours la Chine et l'Inde, quand vous parlez à des hommes d'affaires français par exemple, ils se disent... Et certes, l'Inde est la plus grande démocratie du monde, mais justement, à certains égards, elle est moins efficace. Et par exemple, si vous avez le projet de construire un TGV en Inde, ça va vous prendre des années parce qu'il va falloir négocier avec les petits propriétaires et on ne les expulse pas de façon aussi autoritaire qu'en Chine. Donc des projets vont prendre des années et des années, là où en Chine, si le patron dit il faut raser tout un quartier, on rase tout un quartier. Du point de vue efficacité, c'est bon. Du point de vue démocratique, hélas, pas du tout. Ce sera le mot de la fin, malheureusement, j'ai envie de dire, Fabrice. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Cyril en Chine d'avoir été avec nous, François Godement également. Merci. Maintenant, vous pouvez découvrir l'interview d'Anne-Sylvaine Chassani, qui était notre invitée cette semaine, la correspondante à Paris pour le Financial Times. Nous sommes avec Anne-Sylvaine Chassani, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bureau parisien du Financial Times, qui est un quotidien britannique qui est créé en 1888, il y a 130 ans, et qui a été racheté en 2015 pour plus d'1 milliard d'euros. C'est vous dire l'influence et l'importance de ce titre. On va parler avec vous des grands enjeux qui vont nous animer en 2018. Commençons avec celui pour
pour Emmanuel Macron. Vous avez choisi pour 2017 l'expression « En marche » qui résumait bien l'année pour la politique française. Est-ce que pour vous, le 2018 marchera à la même cadence pour le président français? Oui, justement, ça va être intéressant parce que c'est vrai qu'on a senti qu'il avait lancé beaucoup de projets et on a vu qu'en effet, la France s'était un peu remise en marche. On a un sentiment d'optimisme qui est reparti à la hausse au sein des entreprises et puis il a passé les lois qu'il avait promises pendant sa campagne, et notamment la loi sur le travail, la loi travail, voilà, et puis le budget. Maintenant, on va voir en 2018 si cette frénésie d'action, parce que c'est quand même un président qui ne peut pas ne pas agir, je pense, c'est quelqu'un qui confronté à une situation, va vouloir par définition agir, avoir une influence. Ça va être intéressant de voir comment ça va se répercuter au niveau international. Parce qu'autant au niveau national, bon, il y a encore des choses et ça va être intéressant de voir la loi sur l'immigration. Enfin, ça va clarifier un petit peu ce que veut dire le macronisme en France. Mais à l'international, cette envie d'action, à mon avis, va se heurter à certaines résistances. Et pourtant, il donne l'impression d'être en position de force, en Europe du moins, avec un Royaume-Uni qui s'enlise peut-être un peu dans le Brexit, l'Allemagne qui a une crise de gouvernance. Est-ce que vous pensez que son leadership en Europe pourrait être suffisant ? Alors, je pense que tout ce que vous dites est vrai, mais ça en fait finalement un leader très isolé en fait en Europe. Donc c'est vrai qu'il émerge un petit peu comme le dernier rempart du libéralisme, le terme à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire les valeurs démocratiques, libérales, etc. En Europe, parce qu'on voit en Europe quand même une poussée des populismes, des nationalismes qui s'est propagé même au sein de la politique un peu mainstream, hein, comme on dit en anglais. Oui. Et donc on voit que en 2017, c'était assez frappant dans le cycle électoral, les grandes élections en Europe. Mis à part en Allemagne où Merkel a été réélue, et en France où miraculeusement presque on a ce président très libéral, etc., pro-européen, partout en Europe, c'est quand même une montée de la droite nationaliste, aux Pays-Bas, en Autriche, enfin même en Italie, on va le voir cette année. Et vous considérez donc que Emmanuel Macron va peut-être un peu trop loin quand il annonce en Chine, c'était lundi, Europe is back, l'Europe est de retour? Oui, je pense que c'est vrai qu'il y a eu un phénomène de réaction très salutaire en Europe après le Brexit, la décision du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Mais maintenant, pour relancer cette Europe, pour la refonder comme il le dit, on voit qu'on assiste à beaucoup de résistance et cette montée des nationalismes populistes en Europe va forcément avoir des répercussions sur la politique, sur cette refondation européenne. Est-ce que ce ne serait pas un peu de la communication à l'ère nouvelle qu'est l'ère Trump? C'est-à-dire on martèle un message 100 000 fois pour essayer qu'un jour il arrive à nous convaincre. Oui, il y a une partie... Si on nous dit 100 000 fois que l'Europe va revenir, peut-être que certains vont y croire. C'est vrai que ça a eu un impact, en tout cas cette énergie, cet enthousiasme, cette volonté de croire que l'avenir finalement sera meilleur, ça a eu un impact sur l'état d'esprit des Français, puisqu'on voit que l'optimisme reprend. Mais je pense que l'Europe est une bête quand même très compliquée, il y a beaucoup d'inertie et aujourd'hui en fait le vent ne souffle pas dans la vision d'Emmanuel Macron. Il y a plutôt une montée de l'euroscepticisme quand même globalement, et ce qui va un peu à l'encontre de son envie d'intégration. Il a placé la barre très haute en termes d'intégration de la zone euro par exemple, très tôt quand il a été élu. Et ça, à mon avis, je pense qu'il doit le regretter maintenant parce qu'il ne va pas obtenir ce qu'il souhaite. Et donc, ça va apparaître comme un peu une déception quand même par rapport à sa vision. Vous parliez d'euroscepticisme. Une date importante qui ne sera pas en 2018, mais début 2019, le 29 mars, ce sera la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais ça, c'est la théorie. Est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni quittera effectivement l'Union européenne? Certaines voix commencent à s'élever depuis quelques mois, par exemple Tony Blair, pour que le Royaume-Uni revienne en arrière.
Oui, oui, Tony Blair pense que c'est encore possible de revenir en arrière. C'est très compliqué puisqu'il y a eu un référendum et aujourd'hui la population britannique, l'opinion publique britannique est très divisée sur le sujet. Il y a à peu près le même pourcentage de personnes, il y a vraiment moitié-moitié qui souhaitent un Brexit, l'autre ne souhaite pas un Brexit. Donc il n'y a pas il n'y a pas eu de changement fondamental. Donc, je pense que le scénario principal, c'est que le Royaume-Uni sorte en 2019, en mars 2019, de l'Union européenne. Après, la question, c'est de savoir comment, et c'est là qu'on rentre qu'on s'arrache les cheveux, parce qu'il y a quand même une volonté d'aboutir à quelque chose de plus doux que plus brutal. Donc ça, déjà, au Royaume-Uni, ceux qui poussaient pour une rupture brutale, à mon avis, vont rapidement, pour des raisons très pragmatiques, pousser plutôt pour quelque chose de plus doux, de plus... Alors forcément, le statut commercial va être moindre, ça va être moins intéressant pour le Royaume-Uni d'un point de vue commercial, mais ils vont essayer, je pense, en tout cas, le pragmatique voudrait qu'on limite un petit peu les dégâts. Voilà. Et un mot quand même sur Donald Trump, puisque l'année a commencé très fort pour le président américain. Il a annoncé qu'il supprimait une aide financière pour le Pakistan. Il a menacé de le faire pour les Palestiniens. Il a comparé la taille de son bouton nucléaire avec Kim Jong-un. Il s'est ensuite décrit comme l'homme le plus intelligent de la planète, ou presque. Est-ce que vous pensez que peut-être le sourire qu'on avait en 2017 face à ces situations va aller plus ou moins se transformer en une lassitude en 2018? L'État, l'ambiance aux États-Unis est assez fascinante et quand même très incroyable. Alors, vous n'avez pas parlé de ce livre qui vient de sortir, oui, et qui est... Parce que je vous annonce tout ça, nous sommes que le 9 janvier. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'à mon avis, ce livre de Michael Wolff, sur les premiers, la première année de mandat de Donald Trump à l'intérieur de la Maison-Blanche, va avoir des répercussions dont on n'a pas encore bien mesuré les effets. Il y a quand même, on sent que s'installe l'idée que le président n'est peut-être pas capable de gouverner, d'être président. Et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent sur un possible impeachment, etc. Bon, est-ce que ça va avoir... on verra. Cette année, moi, à mon avis, est très critique pour ça. Et à côté de cela, on ne peut pas lui en faire le procès d'ailleurs. Il se vante, il se targue d'avoir un bilan économique très bon. Les États-Unis, tous les indicateurs économiques sont plutôt au vert. Il n'a pas l'air particulièrement menacé pour les mi-termes, et certains même estiment que pour 2020, il serait encore un candidat possible. Oui, mais c'est l'aspect un peu surréaliste de la politique américaine en ce moment. C'est-à-dire qu'on a un parti républicain qui souhaite finalement, qui soutient en fait de facto ce président, oui, avec par toutes ses failles, politique. Par réalisme et par politique, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sylvaine Chassani, et nous on se retrouve très vite sur Le Figaro.